Bonjour à tous. Si je vois une petite vidéo sur l'ensemble de votre domotique, donc Home Assistant, JDOM, Domotix, sur les protocoles de communication entre vos différents périphériques qui va tourner autour de ça. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier le module Zigbee, le Z-Wave et le Wi-Fi. Les solutions cloud et sans cloud, donc les avantages et les inconvénients, le matériel qui vous sera nécessaire pour se mettre ça en place, mais aussi de nos jours les coûts énergétiques par an. Donc le Zigbee, vous avez plusieurs choix pour le Zigbee. Vous avez besoin de la solution cloud si vous voulez. Vous avez besoin uniquement d'une passerelle, pas besoin de Raspberry ou autre derrière, mais c'est mieux si vous voulez plus tard faire une belle interface. Vous avez besoin absolument d'un accès Internet et de solliciter un serveur à l'étranger. La passerelle que vous voyez là est autonome en cas de panne de Home Assistant. Sans cloud, c'est-à-dire que vous voulez développer cela en interne chez vous, il vous faut la clé USB que vous voyez là, ou pour le coup c'est du Sonoff. Totalement autonome avec Home Assistant, donc il faut mettre en place un Home Assistant donc avec un Raspberry, un NUC, un vieil ordinateur, ce que vous voulez. Ça s'arrête malheureusement en cas de panne de Home Assistant, c'est-à-dire que si vous partez à 9 h du matin chez vous, le Home Assistant crash, vous revenez à 17 h, vous remettez en route. Si vous avez des prises connectées qui consomment les kilowatts, de 9 h pardon, à 17 h, ça ne va rien consommer du tout. Vos modules seront à zéro et quand vous le rallumerez à 17 h, eh ben vous aurez consommé 4, 5, 6 kilowatts à 17 h. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de besoin d'un accès extérieur, vous ne sollicitez pas de serveur, tout est chez vous. Ça, c'est très important. Le Wi-Fi, l'avantage du Wi-Fi, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Le Wi-Fi, vous l'avez chez vous, par votre box. Vous serez automatiquement dépendant d'un cloud, donc d'un serveur extérieur, autonome en cas de panne de Home Assistant, parce que vous pouvez toujours le relier par Tuya ou autre, votre Home Assistant, on verra ça sur notre vidéo. Par contre, à ne pas oublier, il y a deux points négatifs. Si vous avez beaucoup de modules Wi-Fi, ça peut ralentir votre Wi-Fi, ça peut se remarquer. Donc les gens qui ont beaucoup de périphériques de domotique sur leur réseau Wi-Fi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un deuxième routeur pour être séparés de leur tablette, de leur PC ou autre. L'avantage, c'est que vous faites un deuxième réseau, entre guillemets, sécurisé. Parce que le problème qui est souvent souligné sur ces modules, c'est la sécurité des modules. Ce sont des modules forcément qui auront accès à Internet. Donc qui peut être piratable et donner un accès complet à votre maison. Donc l'avantage d'un deuxième routeur, c'est que vous limitez quand même avec le deuxième routeur, vous faites un deuxième réseau Wi-Fi, donc vous les limitez dans cet emplacement-là. Bon, après, il faudrait faire la box, une passerelle, etc. pour être sûr que ils ne sont pas capables de voir le réseau qui est en dessous de votre routeur, c'est possible. Donc vraiment, ce qui est souvent souligné, c'est la sécurité des modules Wi-Fi, parce que vous contrôlez rien. C'est piratable. Et ensuite, il y a de ça facilement 11-12 ans, au tout début de la domotique, où j'avais débuté, il y avait deux grands prestataires, Domotix ou le JDOM, et il y avait un module qui s'appelait le Z-Wave. Le Z-Wave, honnêtement, maintenant, il est en fin de course. Il est encore commercialisé, mais c'est plus ça. Les périphériques restent très chers. Le moindre périphérique, même une lumière, faut compter entre 40 jusqu'à 60 euros, 70 euros. Donc le Z-Wave, franchement, il est en perte de vitesse. Faut l'oublier. Donc voilà. Les avantages et les inconvénients au niveau des ondes du Wi-Fi. Ce qui est important, autant pour que le Zigbee et le Z-Wave c'est le même principe, les récepteurs alimentés sur secteur, c'est-à-dire sur prise, du moment qu'il y a un 230 volts, se répètent ensemble. Un détecteur de mouvement sur pile ne peut pas répéter un autre signal. Donc tout ce qui va être sur secteur alimenté sur 230 volts. Là j'avais une problématique. J'ai mis un panneau solaire dans l'atelier, enfin au-dessus du toit de l'atelier. L'atelier est à facilement plus de 30 mètres de ma dernière borne. Donc beaucoup plus loin que mon Raspberry qui est ici. Ça, c'est mon symbole de Raspberry. Donc là, en plus, il fallait passer les murs, les baies vitrées, etc. Donc c'était même pas possible. En fait, ce qu'il a fait, le panneau solaire à l'atelier, donc vraiment dans le fond du jardin,
C'est qu'il s'est créé un réseau de, de répétition. En fait, vous voyez, lors du bind, il a vu qu'il pouvait se mettre sur panneau solaire jardin, ici, et donc du coup atteindre ensuite mon Raspberry. Mais c'est pas tout ça, parce que si jamais lui il tombe, et bah lui il tombe, et bah je perds mon retour. Donc il s'est fait un autre réseau. Il a vu qu'il pouvait se répéter sur le panneau solaire toit terrasse, ici, qui donne ensuite directement là. Il a vu qu'il pouvait se répéter sur la prise connectée du serveur Linux, ici, qui ensuite va directement là. Et la lumière du second étage, ici, qui va là, et qui va là. L'avantage, c'est si jamais j'en ai un qui tombe, par exemple celui-là, je le débranche par inadvertance, il y a tout le reste qui va continuer à communiquer avec lui. Donc avant de perdre le panneau solaire qui a, franchement, qui a plus de 30 mètres du jardin, faut que j'aille aller. Facilement 30 mètres honnêtement. J'ai eu aucun problème, qu'il pleut, qu'il la nuit ou autre, j'ai jamais de déconnexion là-dessus. Donc c'est un gros avantage du Z-Wave ou du Zigbee. Faut bien penser à ça lors de votre choix. Le Wi-Fi, eh ben, vous perdez la fonction de répétition que vous trouvez ici. C'est fini. Ça n'existe pas. Donc vous êtes limité par la portée de votre Wi-Fi. Ça, c'est pas possible. Donc si vous avez un périphérique très loin en limite de Wi-Fi, laissez tomber, ça ne marchera pas. Le protocole Zigbee ou Z-Wave, ça n'est pas fait pour faire du flux de données style caméra ou autre. Les caméras Zigbee ou Z-Wave, ça n'existe pas. C'est du Wi-Fi, mais bon, je vous conseille quand même, quand c'est du caméra, du flux vidéo, de passer sur du câblé du RJ45. Ou pareil, vous faites votre Wi-Fi à vous, avec une box dédiée aux caméras IP. Le choix du protocole, donc ça va être une synthèse de ce qu'on a vu avant. C'est donc Zigbee Z-Wave. Si vous avez une maison à une forte superficie avec des difficultés Wi-Fi, avec des dépendances, c'est-à-dire l'atelier, la chaufferie ou autre. Donc si vous avez des dépendances, c'est un gros avantage. Voilà, testé sur ma dépendance de mon dernier récepteur, franchement je crois que j'ai plus de 30 mètres et j'ai pas de soucis. Avec des modules sous 230 volts, et j'ai pas acheté du Legrand ou autre, ou ce que vous voulez en lumière ou autre, c'est de l'Ikea, c'est du Lidl ou autre, ça marche très très bien, pas besoin de partir dans des modules à 30 euros ou autre, ça marche très très bien pour l'Ikea ou autre. Le Wi-Fi, je partirais plus, si vous voulez pas trop investir bien entendu, si vous êtes en appartement, ou une maison sans dépendance et vous ne rencontrez pas de difficultés Wi-Fi. Là, pourquoi pas. Et puis ça vous évite des achats. Le choix de la technologie cloud sans cloud. Donc là, tout simplement, ça va être aussi à vous de choisir. Si vous voulez sans cloud, c'est-à-dire que vous ne nécessitez pas un serveur externe, les données sont chez vous, vous êtes propriétaire de vos données, vous ne sollicitez pas votre box, vous ne sollicitez pas des serveurs, vous limitez aussi l'empreinte écologique de votre domotique. Pensez aussi à ça. La domotique, elle est là pour vous rendre service, faire des économies d'énergie, voir ce qui se passe dans votre maison, etc. Donc surtout, si vous êtes plus écologique, privilégiez le sans cloud. Et au moins vous êtes autonome, vous ne demandez rien à personne. Par contre, il vous faut absolument une clé Zigbee et un Home Assistant, donc un Raspberry ou un serveur qui traîne, un serveur, un ordinateur. Si vous passez plus simplement sur du cloud, il vous faut soit une passerelle Zigbee, soit un Wi-Fi. Automatiquement, il vous faudra un téléphone avec soit une application Apple, Tuya, soit Google Play, ou soit, et forcément, vous solliciterez un serveur
à l'extérieur. Donc vous ferez quand même une empreinte écologique sur votre système. Pour le Wi-Fi, forcément, on l'a vu ensemble, vous n'avez pas besoin d'une passerelle. Là, vous n'avez pas besoin de faire un coup. Mais voilà, il y a toujours cet aspect de serveur extérieur. Pourquoi un assistant avec une interface? Si vous prenez le cloud, donc avec une application sur votre téléphone, pourquoi prendre un assistant? Bah déjà, le cloud, de temps en temps, vous aurez des mises à jour sur votre téléphone et ça va pas vous plaire. Vous serez contraint à un visuel que généralement vous ne pouvez pas changer. L'avantage du cloud et de Home Assistant, c'est que votre système cloud que vous avez choisi, vous pouvez le mettre en lien directement avec Home Assistant. Et du coup, dans Home Assistant, vous allez pouvoir créer une interface graphique qui va vous plaire. Cette interface graphique que vous pouvez récupérer gratuitement aussi sur votre téléphone. En vous débrouillant un petit peu, ça fera un lien sur votre téléphone avec l'application Home Assistant. Et ce que vous allez faire en graphique sur votre PC, ça va arriver sur votre téléphone. Si vous avez plusieurs applications, donc Tuya, Smart Life ou autre, parce qu'il y a des capteurs c'est Tuya, il y a des capteurs c'est Smart Life, il y a des capteurs ça va être autre chose. C'est que vous rassemblez tous vos capteurs, toutes vos applications dans une seule et même application de Home Assistant. Comme ça, bon, vous avez toujours toutes les applications sur votre téléphone, mais si vous jamais vous avez tous vos capteurs sur l'application Home Assistant. Vous pouvez faire un backup de vos données et de les sauvegarder vous-même. Et les applications, les scénarios, déjà, il y a un temps de délai. Les scénarios, c'est-à-dire fermeture fenêtre automatique, déclenchement d'un récepteur pour un détecteur de mouvement ou autre. Si vous les faites via votre téléphone, vous remarquez quand vous passez devant votre capteur ou autre, il y a toujours un petit délai d'attente. C'est normal, c'est tant que le cloud, le capteur envoie dans le serveur à l'étranger l'information que quelqu'un est passé dans le capteur, qui revient et qui dit d'allumer la lumière. L'avantage de Home Assistant, c'est qu'il est chez vous, et donc ça ira peut-être un peu plus vite. L'idéalement, si vous voulez des scénarios très rapides, c'est oublier le cloud et faire le Home Assistant chez vous avec du Zigbee. Le matériel qui est nécessaire pour un Home Assistant avec un système sans cloud, c'est-à-dire que vous le faites vous-même, il y a le Raspberry. Alors, soit vous en avez, moi, mon Home Assistant, là, on est en 2024, il tourne sur un PI3. De temps en temps, il ne faut pas être pressé sur les demandes de graphique ou autre, mais il tourne très bien. Donc ça, c'est le Raspberry. La taille du Raspberry, c'est une carte de crédit. Donc c'est très petit. Ensuite, son énergie consomme très peu, 5 à 8 watts. Il a un coût estimé électrique par an, je précise, de 12 à 17 euros. Donc c'est minime. Son coût d'achat actuellement, bon maintenant il n'y a plus de pénurie, on arrive à en trouver, c'est entre 60 et 100 euros selon le modèle choisi. On est au pays 4, ils ont même sorti le 5, donc voilà. Ensuite il y a la question de l'onduleur, parce que c'est bien, les coupures de courant, ça aime pas trop. L'onduleur, je vois beaucoup de gens qui achètent juste une batterie externe, parce qu'il ne faut pas oublier que le Raspberry, il est connecté via un chargeur de téléphone, ça marche très bien sur ce port ici qu'on voit là. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent une petite batterie externe, généralement elle coûte 30 euros, 30 ampères, ici, et elle tient facilement 10 heures. Elle coûte 30 euros, quand c'est mort, vous changez, et au moins vous couvrez des micro-coupures ou autres, vous avez une meilleure alimentation, beaucoup plus stabilisée, et vous n'êtes pas dépendant des coupures de courant. Donc là, faut compter une petite, allez, 60, 90 euros et encore. La batterie, c'est pas la batterie de l'onduleur, c'est pas obligatoire. Si vous la voulez pas parce que vous êtes en pleine ville, vous n'avez jamais de coupure de courant, vous pouvez l'oublier. Parce que le Raspberry, une fois que le courant disparaît, il disparaît. Ça revient, il se remet en route, terminé, on est reparti pour un tour. Sous réserve que la carte SD, enfin tout va bien. Ou après, vous avez les NUC, ce qu'ils appellent les NUC, c'est-à-dire que
C'est des ordinateurs, en fait, des micro-ordinateurs. Alors, les NUC, soit vous le dédiez à Home Assistant, je trouve ça dommage. Après, vous pouvez faire des machines virtuelles, on n'y viendra pas maintenant, pour avoir plusieurs serveurs et services dedans. Donc, il y a les NUC, il y a les NAS, il y a plein d'autres choses. J'ai considéré que j'ai pris un peu un de mes serveurs là. J'ai considéré que ça consomme entre 20 et 40 watts, ce système-là. Voire plus, si vous mettez beaucoup de disques durs dedans ou autre, ou votre alimentation qui est derrière, voilà. Ça a un coût estimé énergétique, je parle, l'électricité par an, ça va vous coûter 80 euros. Le coût d'achat du modèle, si vous le prenez en neuf sur n'importe quel site marchand, vous les trouvez environ à 150 euros. Bon, ça commence à coûter. 150 euros et sans compter la clé Zigbee ou autre. Au bas mot, après on peut trouver plus cher. Après il y a toujours les PC d'occasion ou autre. Donc voilà. Mais là-dessus, je vous conseille quand même d'associer un onduleur. Parce que là, ça va être du disque dur, ça va être des microprocesseurs ou autre. L'onduleur. Il y a un coût, l'onduleur généralement, le coût d'achat c'est 150 euros. Là, j'ai pris le coût énergétique de mon onduleur à moi, qui est assez costaud, qui a deux batteries. C'est un 1000 VA sur deux batteries. Voilà, j'ai fait mes mesures avec Home Assistant. Par jour, il me consomme 0,84 kW. Donc là, je suis en taux de charge, parce qu'au plus le taux de charge va monter, au plus la perte, entre guillemets, le coefficient de rendement va monter, enfin va descendre. Là, concrètement, j'ai fait mon calcul. L'onduleur, en coût énergétique, rien que l'onduleur, hein, il me coûte 73,58 €. Plus les 80 euros de votre serveur. Soit un coût total électrique par an de 153,58 €. Donc, à vous de choisir. Pareil, l'onduleur, si vous estimez que vous êtes en fil ou autre, que vous n'avez pas de coupure de courant excessive ou autre, que vous n'avez pas de données ou autre importantes, il n'est pas nécessaire. Moi, j'ai mis l'onduleur. Là, j'ai pris un serveur distant chez OVH. Honnêtement, j'ai 2 Tera pour 130 euros par an. C'est bien beau d'avoir des NAS ou autre. Si jamais il vous arrive un couac et je vous le souhaite pas chez vous, une surtension ou autre qui flingue tous vos NAS, vous avez plus rien. J'ai déjà eu un onduleur qui a flashé sur un coup d'orage. C'est ce qui m'a fait réfléchir. Les NAS n'avaient rien. 130 euros sur 130 euros par an sur un serveur externe, c'est pas déconnant. Si jamais vous avez un problème dans votre maison, orage, vol ou autre, ou crash des disques durs, au moins vous avez un backup externe chez OVH ou autre. Pour 130 balles par an, c'est pas déconnant. Quand on voit le prix déjà, le prix de l'énergie d'un onduleur, ça fait réfléchir. Donc voilà pour cette vidéo récapitulative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou faire un petit like ou vous abonner à la chaîne. Allez, bonne journée.